Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir l'humoriste Thomas Wiesel. Après le succès de son second spectacle Ça va, disponible aujourd'hui sur YouTube, il revient avec Thomas Wiesel Travail, un spectacle sur le petit microcosme de l'entreprise et de toutes ses dérives. Quand on pense que l'humoriste a quitté son travail de comptable pour se lancer dans l'humour, on se dit qu'il sait de quoi il parle. En attendant que tu nous racontes un échec, Thomas, félicitations pour ta soirée non seulement complète à la Scala, mais ta tournée française qui démarre tout de suite après. Ouais, merci beaucoup. Même pas tout de suite après, parce que c'est en janvier 24, donc j'ai le temps de retourner en Suisse, décompresser. Ah oui, faire des petites vacances. Ouais, alors j'ai d'autres spectacles là-bas, mais c'est vrai que je suis mieux chez moi. Donc là, on fait une date à Paris, effectivement complète, puis après on reviendra faire une petite tournée française. On en parlait tout à l'heure avant que je commence mon intro, mais c'est con, et puis ça va pas parler du sujet de notre épisode, mais c'est quoi la différence en France et en Suisse? Parce que on parle la même langue, on se ressemble beaucoup, mais mine de rien, j'ai l'impression qu'en Suisse, les mentalités sont vraiment différentes. J'ai l'impression déjà qu'il y a deux France, il y a Paris et la France. Ouais, c'est clair. Ça, c'est clair. En termes d'humour, c'est très parisiano-centré, c'est-à-dire que les médias sont ici, souvent les gens s'installent en résidence ici et après font une tournée. Mm-hmm. Parfois un peu trop avec ce qui marche à Paris en pensant que ça marchera partout. Ah ouais. Et la Suisse, c'est un peu plus une province, mais c'est un pays différent, ce que parfois les humoristes français oublient en venant jouer chez nous, en jouant exactement comme s'ils étaient dans un département français. Mais en termes de mentalité, ça va. Je dirais la différence, c'est que Paris, l'Île-de-France, 12 millions d'habitants, tu fais une salle, t'as vraiment le public qui t'apprécie de niche, et donc c'est très très homogène, tandis qu'en Suisse, et dans les villes plus petites françaises, t'as tout le monde, des grands-parents aux enfants. Et donc, c'est beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus large. Et moi, je suis plus habitué à ça, donc je préfère. C'est vrai que des fois, à Paris, quand je vois 500 moi dans la salle, je suis content, mais il y a un côté un peu... j'aimerais parler aussi à des gens un peu différents. On va parler ensemble d'un late show que tu as animé. Alors ça, c'est franchement le rêve de tout humoriste. Quand on pense à David Letterman, par exemple, moi, mon icône absolue, pour moi, le Late Show, c'est vraiment le dernier grade de l'humoriste accompli, non? Je pense que t'as un peu résumé à la fois l'attrait de ce projet pour moi, le danger qu'il représentait, parce que moi, j'ai grandi en regardant Jon Stewart, et quand j'ai commencé les blagues, je pensais pas que ça allait marcher, mais dans un petit coin de ma tête, j'étais là, mon rêve, c'est ça. Et certains producteurs au début l'avaient bien compris et me faisaient miroiter ça pour m'enfler sur d'autres conditions. Mais le jour où j'ai l'opportunité de faire ça, j'étais là, je le fais. Et c'est vrai, tu le dis que c'est à la fois un grand rêve et un grand stress, parce que quand on a grandi avec ce genre d'émission, j'imagine que la pression, elle est triple. C'est pas un projet, c'est le projet. Oui, et je pense que ça rend un peu plus myope, peut-être. Je le suis déjà passablement. Ouais, on reparle des lunettes, on est vraiment dans l'optique aujourd'hui. Mais du coup, non n'était pas une option quand on me l'a proposé, tu vois. Ouais. Et je pense que c'était pas le bon moment pour moi, que c'était peut-être pas tout à fait les bonnes conditions pour le faire, mais tout ça, tu le jettes par la fenêtre et tu dis, non, je veux faire mon late show, c'est toujours ce que j'ai voulu faire, et c'est ce que je dois faire, et tout le monde me disait, mais tu seras parfait pour ça. Et donc, j'ai un peu, les Américains, ils disent drink the Kool-Aid, j'ai un peu cru tout ce qu'on me disait, puis je me suis lancé à fond là-dedans. Et, le thème de ton podcast est clair, ça n'a pas fonctionné. On va parler des débuts de ce projet. Comment est-ce que on te contacte? Qu'est-ce qu'on te propose? Raconte-nous en détail, quoi. Alors déjà, c'est le petit monde de la télévision suisse qui doit être opaque pour tes auditeurs français, en tout cas. En Suisse, on a peu de télévisions privées qui sont surtout régionales, et on a une télévision publique. Quand je dis Suisse, c'est la Suisse francophone. Nous, on est vraiment plusieurs pays en termes culturels très séparés. La Suisse francophone, c'est 2 millions d'habitants, donc c'est l'équivalent de la Picardie. Donc c'est un petit marché, et bien étendu, avec des différences entre les différents cantons. Donc c'est assez difficile de capter tout le monde. Et la télévision suisse romande, la radio-télévision suisse, la RTS, a le rôle de capter tous ces gens-là. Et c'est l'équivalent de France 2 chez vous. Et eux, le divertissement, c'est compliqué parce que ils ont pas mal d'émissions qui cartonnent chez les plus de 50 ans. Et les jeunes ne regardent pas. Les jeunes ont tendance à regarder plus soit la télévision française, soit Internet, etc. Et il y a une émission qui cartonne à la télévision suisse depuis
pas mal d'années maintenant. C'est 2 humoristes qui s'appellent les deux Vincent, donc on appelle les Vincent, et qui ont eu différents formats. Et là, ils avaient un format qui s'appelait 26 minutes, qui était une émission de cette durée à peu près, où il y en a un qui faisait des personnages, des fausses interviews. C'était pas vraiment un late show, c'était une alternance entre des sketchs vidéo, des séquences avec des vrais invités, des séquences avec des fausses invités, et ça... Presque un peu SNL, non? Ouais, c'est une espèce de mini SNL, effectivement, avec 2 protagonistes principaux et puis des guests et des trucs comme ça. Ils l'avaient fait une fois, pardon, je te coupe, mais je crois qu'ils l'ont fait une fois en France. Je me souviens de sketch avec Gad Elmaleh. Ouais, ils en ont fait 2, je crois qu'ils ont fait Ahmed Silla et Gad Elmaleh. Oh putain, Gad Elmaleh, c'était fou. Je sais pas si tu l'avais vu. Bah non seulement je l'avais vu, et je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais il m'avait demandé des idées pour son monologue. Et j'avais pris ça très au sérieux, je lui ai envoyé plein d'idées, il en avait pris aucune. Et après, quand je voyais des critiques négatives, mon ego me disait « Oh, peut-être que... » Non, moi, je suis d'accord avec toi. Ce qui est pas sûr du tout, mais il y a un truc, des fois, quand t'as bossé, et puis que ça donne rien, et qu'on t'a pas écouté, t'es un peu là-bas. Peut-être que ça aurait pu pas être pire, donc peut-être qu'on a écouté. Mais ouais, alors parenthèse fermée, mais on a remis les points sur les i. Non, écoute, de l'eau a coulé sous les ponts. Mais c'était, oui, dans ce sens-là, plus un peu de la fiction, effectivement, moins de l'opinion, comme peuvent l'être les late shows à la Jon Stewart, etc. Et ces 2 humoristes, les Vincent, prenaient une pause pour faire un spectacle. Ils avaient un spectacle qu'ils allaient tourner, et du coup, ils arrêtaient leur mission pendant 6 mois. Et la télévision suisse nous a approchés. Tu peux dire que tu les as poussés dans l'escalier, Thomas. Je leur ai dit, faitte de la scène, ce sera super pour votre public vous attend. C'est bien d'être ambitieux, tu sais, c'est pas une honte, hein. Alors moi je le suis pas. C'est vrai en plus, et je pense que c'est ma grande chance, c'est que je le suis pas. Ah vraiment. ouais. Et du coup, on m'a approché en me disant, il y a ce créneau à remplir pour 6 mois, 14 émissions, le samedi soir en prime time. Et puis, est-ce que tu peux nous proposer un truc? Putain, le rêve. Alors là, effectivement, j'étais là, c'est peut-être l'occasion de faire ce late show dont on parle et qu'on veut faire depuis le début. Et puis en plus de ça, moi je vois dans les 6 mois, je me dis c'est à la fois chambé parce que c'est quand même une longue période, mais c'est pas non plus quelque chose qui t'emprisonne comme un CDI pourrait l'être pour un humoriste qui a envie aussi de partir en tournée. C'est vraiment le compromis qui a l'air parfait. Bah effectivement, je me disais ça. Moi, j'ai un peu une phobie des engagements long terme. On va pas parler de ma vie privée ici, mais en tout cas au niveau professionnel, c'est que la plupart des choses que j'ai faites, au bout d'un moment, je les ai arrêtées parce qu'il y a un côté enfermant, et puis il y a un côté on aime bien avoir notre liberté et pouvoir effectivement décider de partir en tournée, de faire un spectacle, de faire autre chose. Et donc là, il y avait cette idée, c'est une saison de 6 mois, et après ils reviennent. Et vu les chiffres qu'ils font, de toute façon, ils vont pas les annuler. Enfin, il y a pas de possibilité de prendre leur place. Donc c'est juste un peu faire ça et s'amuser. Et donc je commence à pitcher à la RTS mon projet. On commence à avoir des réunions là-dessus. Ils sont enthousiastes parce que j'ai appris un peu après qu'ils avaient fait un peu des enquêtes d'opinion et que mon nom ressortait parmi les spectateurs suisses. Enfin, ils essayaient de voir un peu qui pouvait toucher justement le public des parents, des jeunes. Et à l'époque, j'étais un des noms qui sortait apparemment. Bah, c'est génial, tu peux être fier cool. de toi. Ouais, non, ça c'était cool. Et de nouveau, c'est un peu facteur aussi du fait que quand on fait des spectacles et qu'on a toutes les générations, bah c'est agréable de se dire. Mais il y a plein de gens qui viennent me dire, je suis venu te voir avec mes parents, mes grands-parents, et donc ça c'est un truc qu'ils cherchaient eux. Moi j'étais un peu fier, mais un peu sceptique aussi de me dire, est-ce que ça va plaire à toutes les générations? Parce que c'est un truc peut-être plus de notre génération qui a grandi avec YouTube et qui a pu regarder des shows américains c'est clair. Sous-titrés ou pas. Il y a aussi quand même la barrière de la langue pour une génération peut-être plus âgée que la nôtre qui est moins fluide en anglais. Donc il y avait un peu un côté de moi qui était là. Je sais que je pourrais pas être aussi grand public que l'émission que je remplace. Ouais, c'est vrai. Et que je souffrirais peut-être de la comparaison. Mais comme ils reviennent, je me disais, c'est pas une tromperie, c'est plus une petite aventure. Peut-être que les gens... C'est quoi la différence entre une aventure et une tromperie? Alors, c'est peut-être pas ce que je voulais dire. C'est pas genre... Je suis pas sûre. Non, t'as raison. C'est pas divorcer pour une nouvelle femme où il y a la comparaison, c'est une aventure. C'est en gardant la femme, c'est sympa, franchement, Thomas. Bah, l'adultère, on est à Paris quand même, vous avez inventé le concept. Et du coup, je me dis peut-être que si c'est différent, ça plaira aux gens, sachant qu'ils reviennent 6 mois plus tard. Et donc, on commence à avancer. Je contacte tous mes potes humoristes suisses, dont certains sont ici depuis un moment, Marina Rollman, Alexandre Kominek, Charles Nouveau,
Yann Marguet, Johan Provenzano, Nathanaël Rocha, tous ces gens-là avec qui j'avais grandi sur scène et que je partageais à la fois amitié et puis connivence professionnelle. Alors je leur dis, est-ce que ça vous dirait? Ils étaient tous motivés pour moi et motivés à y participer. Génial. Et donc ça, c'était pire cool. Ensuite, j'ai eu l'idée d'avoir, comme l'avaient un peu les Américains, un sidekick. Alors eux, en général, c'est l'acolyte, tu sais, c'est le chef d'orchestre parfois, ou un deuxième humoriste avec qui ils peuvent... Qui fait badoumba, ouais, un peu. La caricature, c'est ça, mais c'est d'avoir une deuxième personne en plateau sur qui faire rebondir les vannes. Saint-Cernin sur l'émission Quelle époque avec Léa Salamé, par exemple. Mais lui, il est dans le public, non? Il est dans le public et il offre de temps en temps une petite respiration... Mais c'est plus, c'est des références plus américaines. Mais Conan O'Brien, il a un directeur qui est sur le canapé avec lui. Et donc, quand il est dans le monologue, des fois, il adresse la vanne à Andy, qui en adresse une autre. Et quand il n'y a pas d'invité, ils sont deux quand même. Et moi, je voulais éviter l'invité parce que on est en Suisse. Ah ouais. Des invités médiatiques, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Surtout quand tu as une contrainte d'horaire, on voulait tourner en public. Donc, c'était un peu le risque de, après 3 émissions, tu te retrouves à inviter des politiciens et des gens qui sont moins dans le format, aussi, moins dans le format interview marrante. Ah ouais. Donc, attends, je t'arrête, mais il n'y a pas vraiment d'invités médiatiques. Mais on a un bassin, souvent dans les grandes émissions, de grands entretiens, genre notre JT, comme vous avez l'invité du 20h, malheureusement, c'est souvent des Français. Ouais. Ah ouais. Ou alors des Suisses qui ont une actu une fois par an, tu vois, mais tu le fais peu. En même temps, c'est vrai, sur 2 millions, c'est con, mais je me rends pas compte de ça. Mais on a un vedettariat qui est vachement plus limité en Suisse, et du coup, miser dessus, ça me paraissait pas être le bon créneau, surtout que moi, je suis pas journaliste, je suis pas intervieweur, donc je me voyais mal mener une interview qui soit à la fois marrante, pertinente, sur un format de 26 minutes où c'est vite passé, quoi. Donc, assez vite, on a dit, on fait pas d'invité, mais donc, faut pas que je sois tout seul tout le temps à faire un monologue. Faut pas que ce soit monotone, quoi. Exactement. Donc, on a eu l'idée de mettre un deuxième humoriste qui s'appelle Blaise Berzinger, qui est un mec bourré de talent et qui devait être un peu l'espèce de pendant. Lui, il est très absurde. Il peut partir dans des délires très perchés, un peu Yacine Bellouz, François Pérusse, un peu ce genre d'humour avec un univers très très à lui. Et on s'entendait très bien. Et je lui dis, est-ce que ça t'intéresse de faire ça? Il était très excité par l'idée. Et donc, on commence à pitcher cette idée. On est choisi pour tourner un pilote. On avait un plateau qui était l'ancien plateau des Vincent, justement, qui était dans une boîte de nuit à Lausanne. On pouvait mettre une centaine de personnes. Et donc, c'était très important pour nous aussi de tourner en public et de tourner avec notre public, entre guillemets, parce que parfois, le public télé, comme c'est le cas en France, c'est des gens qui viennent pour cette émission-là, mais qui sont un public de télé, quoi, qui sont des gens peut-être un peu plus âgés, un peu plus passifs, et du coup, nous, on voulait des gens qui rigolent, qui aiment ça. Donc, on aimait bien l'idée d'être en boîte de nuit, d'être avec des urbains jeunes. C'est clair, ça donne un style tout de suite aussi, quoi. Ouais. Et donc, on fait ce pilote. On a l'impression que ça se passe méga bien, on est hyper heureux. J'avais donc ce truc où je présentais face caméra avec des vignettes qui venaient s'afficher derrière moi, qui illustrait mon propos, John Oliver comme référence, toute proportion gardée. Et du coup, l'idée, c'était d'aborder des thèmes relativement sérieux, avec pas mal d'humour, et puis de mettre un peu d'opinion, et puis pas juste de faire de vannes et de passer à autre chose, d'essayer de fouiller des sujets. Et la télévision aime bien, ils nous disent, on va faire 2 autres pilotes. Nous, on était comme... déçu un peu. Il y avait un côté un peu, on a réussi notre truc, on veut y aller maintenant. C'est la période qui est reconduite, t'es à la fin de tes 3 mois et on te dit on t'en remet 3. Non! C'était un peu ça, c'était l'espèce de triple période d'essai, puis il y avait des rendez-vous bizarres où on sentait que la chef du divertissement à l'époque, même chef des programmes, je crois, c'était vraiment tout en haut. On avait un rendez-vous pour débriefer, je pense que c'était quand même avant le pilote, pour être tout à fait honnête. Et tout d'un coup, il nous disait, mais vous voulez pas faire plutôt un jeu télé, un quiz? Ah merde. Non, c'est pas bon ça. Ça fait des semaines qu'on bosse. Ouais, et puis t'as vraiment l'impression que tu parles un langage différent. Elle cherche quelque chose pour mettre dans une case. Ouais.
Et toi, tu as une idée très précise que tu aimerais développer et tu réalises qu'en fait, eux, c'est pas les mêmes impératifs. C'est les chiffres, faut plaire à tout le monde. Tout à fait aussi. C'est un autre job. Mais c'est vrai que quand on te dit ça, toi, t'es là, waouh, je vais refaire de la pédagogie depuis le départ parce qu'en fait, je l'ai pas du tout embarqué avec moi. La nana, elle est en train de me pitcher question pour un champignon, tu vois. C'était presque ça. Elle me disait, je viens d'aller au Danemark, on m'a présenté ce jeu, ça a l'air génial. Puis t'es là, moi, je suis pas allé au Danemark. J'ai bossé sur cette émission dont je te parle maintenant. Donc, il y avait un peu quand même l'impression qu'on parlait de langues un tout petit peu différentes. Aussi, mais des expériences de mes potes, je savais que la télévision avait un langage et puis qu'après ils te laissaient tranquille. Si ton émission marche, en fait, c'est ça. Si ton émission marche, ils sont contents. Ils te laissent tranquille. Donc, moi, mon idée, c'était, je vais faire un truc qui fonctionne et puis on me laissera tranquille puis on me dira qu'à la fin, j'avais raison. Et on fait ces 2 pilotes supplémentaires. Ça se passe de nouveau plutôt bien. Et là, ils nous disent, c'est bon, on va faire 14 émissions. Par contre, on a vu les pilotes, on a testé un peu avec nos focus group, je sais pas comment ils appelaient ça. Ça plaît à un public de niche et du coup, on peut pas vous mettre le samedi à 20h. On va vous mettre le vendredi à 23h. Ah putain, c'est pas pareil ça. Et puis, nous, on était un peu un constat d'échec quand même. C'était la grande case samedi 20h, c'était l'objectif. Et puis c'est là qu'il y avait le trou, donc on comprenait pas. C'est ce qu'on t'avait proposé surtout. Le but du projet, c'était remplacer le truc de samedi 20h. Et puis, je dis, du coup, vous allez mettre quoi samedi à 20h? On va mettre un jeu télé. Ouais. Okay. Fallait peut-être commencer par ça. Emmenez-moi au Danemark! Non, c'était un jeu qui existait déjà, avec laisser d'en mettre là, mais, et du coup, on était là, bon. De toute façon, nous, on tablait sur le fait que notre public, il allait regarder ça sur YouTube. En replay, probablement, parce que vendredi et samedi soir, c'est de toute façon des soirs où on espère que les gens font des trucs et sont pas devant la télé. Si ce serait aujourd'hui, il y aurait des extraits sur TikTok, sur Reels, c'est la suite, quoi. Ouais. Il y avait déjà Instagram qui débutait, on est en 2000, on n'a pas du tout précisé l'année, on est en 2018. T'es en train de me dire que je fais du mauvais travail, c'est ça? 2018, ça c'est mon travail. Okay. Et du coup, c'était Instagram qui débutait, mais pas encore les vidéos, vraiment. Instagram était encore un truc de partage de photos. En 2018, il y avait pas encore la vidéo, si, mais pas comme aujourd'hui. Nous, on est en Suisse. Ah oui, c'est ça, oui. Il y a la latence. Excuse-moi, autant pour moi. Non, pas de souci, mais on visait YouTube et Facebook. Ouais. Donc, il y avait encore Facebook. Ouais. Parce que c'est là que les gens allaient regarder des vidéos de plus de 30 secondes. Bien sûr. Donc, nous, on se dit, alors, est-ce que le moment de diffusion est si important que ça, sachant que les gens vont le consommer par la suite? En plus, le tournage, c'était acté que c'était le vendredi soir. Donc, on se disait, est-ce que ça nous arrange peut-être même pas de diffuser tout de suite, comme ça, dès le lendemain, on peut sortir des extraits, plutôt que d'avoir un jour de latence pour une émission d'actu, ce qui peut être assez dangereux parfois si tu abordes un sujet d'actu chaude et entre l'enregistrement et la diffusion, il y a des nouveaux développements qui étaient déjà périmés, avec aucun moyen de retourner, remonter, ni rien. Donc on se disait, bon, c'est un petit échec, mais on va voir le côté positif, ça nous permet de passer plus vite à l'antenne, d'avoir plus vite les extraits disponibles. Après, le revers de la médaille, c'était, t'as pas le même budget. T'as pas la même audience, donc t'as pas le même budget. Exactement. C'est pas la même case, c'est pas la même audience. En fait, c'est plus rien en commun parce que c'est plus les mêmes gens qui regardent, mais toi, t'avais travaillé pour cette typologie de personnes. C'est plus la même audience, donc on te file plus les mêmes budgets, donc forcément, ça se ressent dans la qualité de tout ce que tu fais après. Enfin, c'est. Mais donc, on se lance dans cette émission, 14 émissions commandées, vendredi à 23h, et un budget. Moi, de nouveau, je connais pas la télé, je connais les spectacles, je connais les chroniques radio, etc. Et du coup, ça me paraît aller, tu vois, parce que je me dis, oui. Avec cet argent, on peut payer quelques auteurs, on peut payer ci, ça. Et j'ai réalisé que c'était pas assez quand j'en parlais à d'autres personnes qui bossaient dans la télévision en Suisse. Et je leur disais le montant, ils éclataient de rire et ils me demandaient le vrai budget. Et là, l'humiliation. Peut-être qu'on va avoir un problème. Ils disaient, non, mais vraiment, t'as que ça. Et j'étais, oui, est-ce que c'est pas bien? Puis en fait, ils me disaient, vendredi à 23h, on a que ça, on peut pas te donner plus. Donc je me dis, bon, on va faire ça avec 3 bouts de ficelle. Bah ouais. Mais du coup, c'est vrai que je pouvais pas payer beaucoup les gens. Et puis j'avais comme idée de m'entourer effectivement de tous les humoristes. Des meilleurs et tout, mais les meilleurs ça coûte cher, quoi. Disons que tu peux pas leur dire en plus c'est bien payé, tu dois leur dire faites ça pour moi. Et donc t'as l'amitié qui forcément est une denrée précieuse, mais il y avait et puis sur 14 émissions, ça tient de moins en moins bien, quoi. C'était un peu difficile. Et du coup, je me retrouve aussi face à mes propres limites, c'est-à-dire que je me retrouve à faire beaucoup de choses moi-même. OK. Je suis pas très doué pour déléguer, c'est toutes des choses que je découvre en cours de route de l'émission. Et donc, il se passait les semaines où j'avais 26 minutes à remplir.
je faisais des recherches de sujets et là, je dis volontairement je et pas on parce que c'était malheureusement souvent moi. Et puis je déléguais un petit peu en disant à tel et tel, est-ce que tu peux venir me faire une chronique de 3 minutes, peut-être sur tel sujet. Et donc il y avait un côté un peu, je prenais tout le poids de l'émission sur mes épaules, ce qui était évidemment a posteriori une énorme erreur. Mais un peu l'habitude que j'avais de fonctionner comme ça, parce que quand je fais une chronique, quand je fais un spectacle, t'es solo. T'es tout seul. Donc c'était les codes du stand-up appliqués à l'émission de Late Show. Et ça, c'est la première et plus grosse erreur, je pense, que j'ai faite, c'est de me mettre un peu au milieu et de me dire, je vais demander des coups de main quand j'en ai besoin. Et en fait, cette façon de faire, ça fait que t'essayes d'abord de faire toi, et c'est seulement quand tu n'y arrives pas que tu demandes de l'aide, au lieu que ce soit une équipe, et puis tu prends le meilleur de ce qui ressort. Ouais, c'est vrai. Et donc, je pense que ça, c'était prendre le truc par le mauvais bout, et je m'en suis rendu compte aussi bien après, quand je voyais, je cite Kevin Razi, qui a eu un Late Show, sur la télévision, c'était sur Canal+, je crois. Et une fois, il a posté en fin de saison, merci pour cette saison, c'était super, voici une photo de toute l'équipe sur le plateau, et t'as 50 personnes. Toi, t'aurais mis une photo de toi. J'étais pas tout seul, mais... Non, mais j'exagère. C'était vraiment, on était peut-être 7 les grandes semaines, tu vois, et j'étais le seul à 100%, et les autres, c'était des 20, 30%. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai dit, c'était impossible de faire ce que j'essaie de faire. Mais tout ça, la tête dans le guidon, tu te rends pas compte. Donc, en fait, c'était des semaines où on tournait le vendredi soir, l'émission se terminait, je rentrais, eux, ils allaient certaines fois faire la fête, tu vois, les quelques copains, les gens qui bossaient pour l'émission. Et moi, je rentrais faire mes lessives. Je dormais le samedi matin, et le samedi après-midi, je me mettais à l'émission de la semaine suivante. Et je bossais non-stop jusqu'au vendredi soir. Wow. Et donc, c'était pas des horaires qui permettaient d'être drôle, reposé, lucide, le recul. Donc j'étais la tête dans le guidon tout le temps. J'étais désagréable avec les gens forcément, bien parce sûr. Que j'avais un stress constant sur mes épaules. Et puis il y avait un côté, tout était dans l'urgence. Mon conducteur, c'était toujours un bordel son nom. Il y a que moi qui m'y retrouvais. Donc même les gens qui essayaient de m'aider, ils devaient me poser des questions parce que c'était pas clair ce qu'il y avait. Ouais. On se retrouvait le jeudi soir avec un premier jet d'émission, machin. Le vendredi, il fallait commencer à ajouter les images parce qu'il y avait toutes ces vignettes, tous ces petits extraits, machin. Et souvent, à la répète du vendredi, qui était 1 heure avant l'émission, il nous manquait des images. J'avais certains de mes collègues qui fabriquaient des vignettes comme ça, qui les mettaient dedans. Les professionnels de la télévision qui avaient l'habitude d'émissions préparées des semaines à l'avance, tout ça, ils ne comprenaient pas notre façon de travailler. Ouais. Donc, il y avait aussi le clash entre l'équipe des petits humoristes qui venaient faire leur truc et l'équipe des pros de la télé. Elles sont où les vignettes? Pourquoi ça change entre la répète et la diff? C'est pas ça, à ça que sert la répète. C'est pour corriger des choses, enlever ce qui marche pas et tout. Puis dit non, la répète, c'est pour nous, c'est pour les plans de caméra. Puis on dit ok. Donc tout ça, tous des trucs qui me paraissaient désuets pour moi, parce que pour moi, genre, ce qui était important, c'était le contenu. Ouais. Et je réalisais qu'en fait, le contenu devait être prêt et bétonné bien longtemps à l'avance pour que tout le monde puisse faire son taf autour. Donc des semaines très très stressantes, très frustrantes. Les seules fois où ça a un peu fait le buzz, c'était des bad buzz. Pas vraiment des bad buzz, mais du coup. Je m'attendais pas à ça. Non, écoute, t'as demandé un échec. Et non. C'était quoi les bad buzz? Les deux principaux qui m'ont marqué, c'était on était en pleine affaire Tariq Ramadan. Ok. Qui est genevois. Sujet léger en plus. Sujet très léger. Ouais. Mais il est suisse et c'est rare qu'un Suisse fasse l'actu internationale. Donc... Voilà, tu cherchais des personnalités suisses et on t'en sert une sur un plateau d'argent. Alors on pouvait pas l'inviter par rapport au fait qu'il était en garde à vue, mais du coup c'était l'affaire à aborder cette semaine-là et on le faisait avec les nouvelles qui sortaient et alors les gens se souviennent pas vraiment des détails, mais il était accusé c'est hyper glauque, d'agression sexuelle, de relations sexuelles avec emprise psychologique. Enfin il y avait tout un problème avec plein de plaignantes qui sortaient, qui étaient anonymes parce que les suiveurs de Ramadan au début étaient très virulents pour la défendre. Il y avait toute une nébuleuse de faux comptes qui se créaient pour harceler les plaignantes. Donc on a essayé de parler un peu de ça et il y avait aussi des trucs qui sortaient qui par la suite ont été un peu précisés. Donc au début on croyait qu'il faisait semblant d'avoir une maladie neurologique pour ne pas être
incarcéré. Ok, ça, je et savais puis pas. ça a pas duré très longtemps cette histoire, mais la semaine où on tournait, c'était la grosse info. Il a un certificat médical qui a été délivré par son frère ou son oncle, comme quoi il a une maladie neurologique que d'autres médecins n'arrivent pas à déceler. Donc on a fait des vannes sur le fait qu'il faisait semblant d'être malade, tout ça. Et là, la vidéo sort et déferlante de comptes qui viennent d'être créés le jour même, qui nous insultent et tout ça. Donc on est là, on est dans la shitstorm. Donc ça, c'était un truc assez intense à vivre. Et puis surtout 2 semaines pour après, une équipe de 7, quoi. Enfin, tu vois, genre mon pauvre. Et c'était mon nom et ma tête, et j'ai un nom à consonance juive. Je le suis pas moi-même, mais ma famille l'était, et du coup, forcément, ça attaque directement là-dessus. Donc c'était beaucoup de haine antisémite. Et toi, t'es là à essayer de regarder ses commentaires et à devoir écrire l'émission de la semaine suivante. Donc ça s'accumulait. Et je crois que 2 semaines après, il y avait eu des heures. Pour continuer sur cette belle lancée. Ouais. Alors j'en avais pas eu assez. Il y avait eu des heures dans la bande de Gaza. Et des grosses manifs avec des jeunes qui se faisaient qui lançaient des pneus qui brûlaient face à l'armée, qui avaient eux des missiles. Enfin, c'était malheureusement un refrain qui s'est répété avant et qui s'est répété depuis, mais du coup on avait fait toute une séquence sur la bande de Gaza, les forces en présence et tout ça, le fait que c'était pas tout à fait équitable comme d'habitude, avec un parti pris qui était pro-palestinien. C'était de nouveau, le but de cette émission, c'est aussi de donner mon opinion, c'est mon opinion. Et donc on sort ça, et là, énorme bad buzz. Enfin, bad buzz de nouveau, non, parce que j'assume tout ce que j'ai dit dedans, mais shitstorm, avec beaucoup de comptes sionistes, surtout des Français d'ailleurs, qui découvraient l'émission, et on voyait que souvent tu te retrouvais dans des boucles de groupes Facebook, où ils se disaient allez commenter cet extrait. Je l'ai vécu, c'est horrible. Et donc c'est des vagues et des vagues de gens qui disent plus ou moins la même chose, où tu vois qu'il y a un peu des éléments de langage qui leur ont été passés. Et puis de nouveau, le fait que j'ai un nom de famille juif se retourne de nouveau contre moi, parce que là du coup je suis le traître à la patrie, je suis le capot des camps de concentration qui s'est retourné, qui s'est allié avec les nazis. Enfin vraiment, donc des trucs assez violents. Putain, ça fait de la peine de savoir qu'en 2023 ton nom de famille est un outil. Tu vois, qu'importe ton origine, c'est très cucu et naïf ce que je veux dire, mais ça fout la haine quand même, tu vois. De se dire qu'en 2023, voilà, ton nom de famille ne t'appartient pas, il peut être un outil politique. En fait, c'est un peu la première pierre d'achoppement que tu peux attraper, tu l'attaques. Si ça avait été le physique, ça aurait été le physique. Ça a parfois été le physique, mais j'ai un physique tellement banal qu'ils trouvaient pas sur quoi m'attaquer. Et puis, si j'avais été une femme, on m'aurait traité de mal baisé ou de pute ou de je sais pas quoi. Si j'avais été homosexuel, ça aurait été là-dessus. Et là, c'était le fait que j'étais juif. Alors. C'est clair. Et tout ça moi, pour dire qu'en 3 semaines, tu te tapes 2 fois. Ouais, c'était assez intense. Tu bosses 6 jours, 3/4 sur 7. Ouais. Donc, il y a même pas un peu de, allez, je vais me changer les idées. Non! Pas vraiment. Et j'avais encore des spectacles. Ah ouais. Certains soirs. Alors, on avait considérablement allégé dès qu'on avait su que l'émission était prise. Avant que l'émission soit confirmée, j'étais sur France Inter encore chez Nagui, et là j'avais arrêté parce que Nagui n'avait pas compris. C'était assez drôle aussi la conversation avec Nagui, parce que je lui dis on m'a confirmé un late show à la télé suisse, du coup je viendrai plus faire des chroniques. Puis il me dit tu seras tous les soirs. Je dis non, je serai une fois par semaine. Mais pourquoi t'arrives plus à venir? Je dis parce que l'aller-retour avec Paris et tout ça, écrire l'émission. Puis il me disait moi, tu vois, tous les matins j'ai 4 émissions, j'ai ci, j'ai ça. Puis il commence à me faire son planning de semaine, puis je suis là. Ouais, je suis qu'une merde, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un peu le truc de, toi, t'as gagné le jeu, quoi. Et moi, j'ai l'impression que j'aurais déjà trop. Et heureusement que je l'ai pas écouté, parce que si j'avais rajouté encore l'aller-retour Paris à la chronique Inter, je pense que je serais peut-être pas là pour en parler tout court. Tu sais, moi, ce que j'aurais adoré qu'ils te disent quand tu as dit, je vais faire un late show, j'aurais adoré qu'ils te disent, pourquoi tu fais pas un jeu télé? C'est tellement marrant. Je rentre du Danemark. Mais je comprends pas. Lui, c'est vrai qu'il arrivait à tout faire. Il avait un talk, il avait une émission radio, il avait une émission musicale, il avait un jeu télé. Donc pour lui, le langage de j'arrête une chronique parce que j'ai une émission hebdomadaire de 26 minutes. C'est clair. Et quoi? Donc heureusement, j'avais arrêté Paris, mais j'avais quand même un agenda qui avait quelques impératifs autres que ça. Mais oui, c'était une chape de plomb un peu sur toute ma semaine, où tant que mon conducteur était pas terminé, que mes blagues étaient pas terminées, j'avais que ça en tête. Et puis dès qu'il était terminé, c'était qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Oh là là, le stress, t'arrivais à dormir ou tu te réveillais un matin?
Bah, c'est là, je te disais juste avant l'émission, j'ai acheté un truc sur Internet. J'étais tombé sur un article, un machin qui disait pour ceux qui ont de la peine à dormir. La nuit, ça arrivait, j'arrivais à dormir, mais des fois, j'essayais de faire une sieste. Bien fait, hein. Et puis, il y avait un truc pour faire la sieste qui était censé te donner des espèces de chocs électriques dans la nuque. C'est horrible. Et j'avais acheté ce machin. C'était un autocollant que tu te collais sur la nuque, un espèce de patch électronique sur le front. Et ça te donnait des micro-secousses qui étaient censées calmer ton cerveau. Je l'ai fait une fois, j'ai trouvé ça horrible et j'ai perdu $300. Mais ah ouais, ça fait mal. C'était bizarre, non? C'était un espèce de petit picotement comme si on t'arrachait les petits poils du cou un par un. Ah ouais, c'est pas agréable. Mais l'article que j'avais lu, je pense que le journaliste avait peut-être touché quelque chose. Ouais, c'est ça. Parce qu'il disait que c'était miracle, il avait un sommeil apaisé, il dormait 2 heures l'après-midi. A priori, quand il y a marqué contenu sponsorisé. Ah, c'est ça que ça veut dire publi reportage. Je saurais désormais. Non, mais je dormais pas assez, mais je dormais quand même. Mais il y avait un côté un peu, effectivement, j'étais toujours fatigué. Bah oui. Et puis j'étais jamais heureux de faire ce truc en fait. J'étais en train de vivre mon rêve et c'était un cauchemar quoi. J'avais jamais été aussi mauvaise humeur avec les gens. Tout le monde qui me voyait me disait t'as l'air fatigué, t'as pas l'air bien, t'as l'air stressé. Enfin, et puis t'es là, bah c'est parce que je suis fatigué, je suis pas bien, je suis stressé. C'est exactement ça. Et donc c'était un peu aussi la culpabilité de se dire je suis censé kiffer, je suis censé être au top de ma carrière. Et c'est là que je me souvenais que au moment où je l'ai accepté, je me suis dit c'est pas le bon moment. J'étais déjà en fin de cycle où je venais de terminer la tournée de mon premier spectacle avec des grosses dates où ça avait été 5-6 ans de je vais essayer de faire de l'humour à je suis en train de faire de l'humour à c'est en train de fonctionner à je commence à avoir des trucs à Paris, au Québec, en Belgique, en Suisse et j'avais une impression de là il faut que je fasse une pause, il faut que je me ressource pour la suite et c'est là qu'on me dit tu veux faire un late show et donc j'aurais dû dire non, j'aurais dû dire pas maintenant mais je l'ai dit bah oui, je suis obligé de dire. T'aurais pas pu faire autrement. C'est là-dessus, tu peux pas t'en vouloir, c'est alors évident. Je m'en voulais pas vraiment, mais j'avais le côté un peu, c'était la sensation que c'était pas le bon moment était la bonne sensation. C'était vraiment genre là, mon corps, il est censé être en pause et mon cerveau, il est censé se ressourcer. Et en fait, au lieu de ça, je fais le truc le plus intense et le plus stressant que je lui ai demandé jusqu'à maintenant, au moment où il en est le moins capable. Ouais. Donc il y avait vraiment cette espèce de dissociation. Et puis, ce truc horrible où, comme un prisonnier, j'avais un calendrier avec des croix. Et chaque émission, je mettais une croix et j'étais là, plus que 9. Et je savais la date d'enregistrement de la dernière émission, la date de mon dernier spectacle de la saison et la date à laquelle je pourrais me reposer. Et dans ma tête, il y avait que ça. Et je comptais les jours. Et dès que je terminais un truc, j'étais là, bon, ça c'est fait. Il y avait pas du tout de c'était bien, c'était pas bien. Je regardais pas l'émission, ce qui est peut-être déjà un red flag. Ouais, tu subissais ta vie, quoi. Ouais, bah on la tournait le vendredi, on terminait à 20h, elle passait à 23h, je faisais des petites stories. Tu vois, j'étais déjà quand même un peu... tu faisais aussi le community manager. Ah bah oui. J'avais pas besoin de faire le montage des trucs, on m'envoyait les vidéos, mais je les postais moi après. Ouais. Et puis je regardais jamais. Ouais. Donc des fois on me disait c'était bien, c'était pas bien, là j'ai aucune idée, j'ai pas regardé, je suis sur la suivante déjà. Donc c'était vraiment une espèce de course effrénée vers l'avant et au fur et à mesure, tu l'as un peu spoilé au début, bah sur 14 semaines, les potes motivés du début, si t'es pas sympa, que tu peux pas payer convenablement et que les retombées sont pas ouf, bah ils commençaient de moins en moins motivés. Donc quand je cherchais un chroniqueur pour l'émission, bah ils avaient d'autres trucs mieux à faire parfois. Mais oui. Et du coup, je me retrouvais à tester des nouvelles personnes qui étaient pas forcément prêtes. Tu tentais que des trucs à gauche, à droite qui fonctionnaient pas vraiment. Une fois, j'ai un pote animateur d'émission qui est très drôle. Du coup, je l'ai invité à faire une chronique. J'ai l'impression que ça s'était très bien passé et il me dit qu'il s'est fait incendier par sa hiérarchie parce qu'il a pas le droit d'être humoriste en même temps qu'animateur. Enfin, il y avait des trucs que je ne comprenais pas en plus. Il y avait des trucs qui me dépassaient aussi où en Suisse on vote souvent. Des référendums, des initiatives populaires, des choses comme ça. Et la télévision publique, 3 semaines avant, comme vous, quand il y a des élections, t'as une égalité de temps de parole à respecter. Et du coup, si dans une émission de service public que nous étions, malgré tout, vu qu'on est diffusé par la télévision publique, tu abordes un thème, si il s'avère que t'as eu un parti pris dans un sens ou dans l'autre, tu dois donner le temps de parole égal à l'autre camp. C'est impossible quand t'es une émission d'opinion. Mais en fait, quelque part, paradoxalement, il y avait moins d'exposition sur cette émission et en fait, on a réalisé après coup que personne regardait. Putain. Enfin, personne regardait dans en diffusion flux le vendredi soir, quoi. Et justement, on va avancer à la fin de cette saison. C'est ta dernière croix. Ouais. Dernière émission.
Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce que tu ressens? Raconte-moi cette fin de saison. Alors, il y a eu un truc assez marrant, c'est qu'à la fin, ils disent, on veut marquer le coup, on aimerait faire un spectacle sur scène de l'émission, qui s'appelait Mauvaise Langue, on n'a même pas encore dit le nom. Ça s'appelait Mauvaise Langue. Moi, je savais pas si on pouvait le dire, donc... Ah ouais, non, on peut, un late show en Suisse, de toute façon, les gens auraient vite trouvé, mais ils voulaient faire Mauvaise Langue sur scène avec tous les humoristes de l'émission, et du coup, le surlendemain, je crois, de la dernière émission, on avait loué un théâtre à Lausanne où on devait faire un spectacle. Donc, c'était une espèce de double dernière émission où il fallait écrire l'émission plus le spectacle, donc ça m'a rajouté une petite coche. Et mais il y avait l'adrénaline de c'est bientôt terminé, et au fur et à mesure en fait il nous dit on est content des audiences parce que les objectifs qu'on nous avait donnés on les avait atteints, et en fait c'était des objectifs tellement minuscules. Moi j'avais plus de gens qui regardaient sur YouTube que de gens qui regardaient à la télévision, et moi ce qui me déprimait c'était je croisais des connaissances, des amis pas proches dans la rue, j'étais en plein rush de cette émission, je bossais 6 jours 3 quarts par semaine. Et les gens me disaient, ça va, tu fais quoi en ce moment? Et là, et tu dis, mais c'est dans la ville dans laquelle on tourne, dans le pays où passe l'émission, je passe ma vie à bosser là-dessus, et les gens ne sont pas au courant que ça existe. Et il y avait un truc, et moi j'avais l'impression de spammer tous mes réseaux tout le temps, je m'excusais presque de reposter, venez à l'émission, regardez tel extrait, machin. Pour l'ego, c'est dur, franchement. Et les gens ne savaient pas que ça avait lieu. Okay. Donc là, il y avait vraiment un côté un peu sisyphien de tu t'acharnes dans le vide, puis la pierre finit toujours par retomber, ça sert à rien. Et je me souviens un peu les 2 moments où les gens parlaient de ce que je faisais pendant cette période de 6 mois, c'était, j'ai fait un repas de club de foot, on fait souvent ça en Suisse, des ménages, comme vous appelez ça. Et il y avait un joueur qui m'avait agressé à cause d'une blague. Okay. Et ça avait fait la une des journaux et tout ça. Et donc moi j'étais en plein enregistrement de l'émission, mais je recevais. On parle de moi et les gens savent ce que je fais. Pas du tout en fait, parce qu'on m'appelait pendant l'enregistrement de l'émission, plein de journalistes m'appelaient, puis c'était mon commentaire sur l'agression du joueur de foot, machin. Et une autre fois, c'était un salon de l'immobilier où j'avais fait une prestation qui avait bien marché sur YouTube. Et du coup, j'étais là sur les 6 mois, les 2 trucs que j'ai fait qui ont fonctionné, c'est pas du tout ce qui m'a pris 99% de mon temps. Donc, j'avais déjà décidé que c'était terminé pour moi. Okay. Et à la fin, ils veulent nous renouveler pour une saison 2. Ah, ils voulaient? Ouais, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais j'ai pas fait. Okay. Donc, c'est Blaise, qui était mon acolyte, qui a pris la présentation de l'émission et qui s'est mieux organisée. La saison 2 a existé. Elle a été mieux, j'ai l'impression, mieux organisée, plus en équipe. Enfin, du coup, le problème principal qui était moi n'était plus là. Et je crois qu'ils sont mieux amusés. Et ensuite, il n'y a pas eu de saison 3. Ils voulaient une saison 3, mais Blaise voulait arrêter, puis rechanger d'animateur une deuxième saison de suite. Mais moi, j'ai vécu un vide incroyable après. Ouais. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que ça fait de vivre son rêve et de pas du tout être épanoui? Parce que tu sais, quand on a toujours des rêves plus hauts, presque inatteignables, et le jour où on les atteint, et que on est tellement déçu par la réalité, je suis ni heureux, ni comblé dans mon travail. Je vais sortir des phrases qui sortent de Paulo Coelho ou de... Je te sors un petit violon. Non, mais c'est un peu des citations d'influenceuses sur un coucher de soleil, mais je me suis dit, faut pas avoir des objectifs comme ça identifiés où effectivement quand tu y arrives, c'est toujours moins bien que ce que t'as imaginé. C'est comme, moi je me souviens, je suis allé une fois au Machu Picchu avec des potes et je suis arrivé, il y avait des nuages et les photos étaient mieux sur Google Images. Puis t'es un peu là, j'aurais pas dû imaginer le truc et le rendre incroyable parce que la réalité est de toute façon différente. Donc, je pense que la sensation que j'avais, c'était pas l'arrivée de mon voyage du tout. Et j'ai vécu tellement de belles choses à chaque étape qui étaient pas prévues, parce que moi, j'avais pas prévu d'être humoriste. C'est presque un accident. Et donc, se focaliser sur ce late show comme étant l'accomplissement, j'y pouvais rien d'avoir eu ce rêve, tu vois, j'avais pas choisi de l'avoir, mais ça m'a un peu appris, je te disais que j'avais pas beaucoup d'ambition, qu'il faut être content du moment où on est, de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on vit, et pas regarder l'horizon et se dire là-bas ce sera bien, parce que si t'arrives là-bas et que c'est pas bien et que tout le chemin pour aller là-bas t'as souffert, t'es là-bas, non seulement je suis pas content, mais en plus je me suis fait chier à y aller. C'est clair. Donc là j'ai eu la chance tout le voyage était cool, l'arrivée était décevante. Mais du coup, j'ai pu me retourner et dire, j'ai bien aimé le voyage. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Mais parce que ça m'est arrivé un peu par hasard. Mais si j'avais basé toute ma carrière sur obtenir ça,
et que ça s'était passé comme ça, peut-être que j'aurais arrêté les blagues. Et puis moi, je me dis aussi que parfois, on a un objectif bien défini en se disant, ça, c'est vraiment le top que je puisse faire dans ma carrière. On l'atteint, on est un peu déçu, mais potentiellement parce qu'en fait, la vie, elle se dit qu'on peut être encore plus ambitieux que ça et qu'il y a encore plein de choses qui nous attendent derrière. Tu vois, parfois, on a l'impression qu'on pourra jamais aller au-dessus, mais c'est pas vrai. J'ai l'impression que l'ambition, c'est par définition un truc d'anticipation. C'est de toute façon ce que t'as pas. Donc si t'es ambitieux, une fois que t'as ce que tu voulais, le fait que t'es ambitieux fait que tu veux autre chose. Donc c'est un truc qui est constamment en mouvement, c'est courir après son ombre. Donc moi j'ai la chance de pas ressentir ça, honnêtement. Ah ouais, moi je trouve que c'est une chance de le ressentir. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Alors moi pas du tout parce que je pense que l'ambition tu le vois avec un mauvais œil. Moi pour moi l'ambition c'est vraiment, je pense que je suis ambitieuse no joke depuis que j'ai l'âge de 5 ans. OK. Vraiment depuis toujours je le suis, mais c'est vraiment une petite flamme qui me donne des envies, des projets qui me fait avancer, tu vois, c'est même pas capitaliste à la limite dans ce que je ressens. Mais je pense que c'est lié à la personnalité. Heureusement qu'on est tous différents, mais moi, mon absence d'ambition, c'est ce qui me permet d'être content de ce que j'ai. Mais je suis tellement heureuse et je prends à chaque fois, pour te dire, je fais une petite prière chaque soir où je suis reconnaissante de ma journée, de mes rencontres, et ça m'empêche pas d'être ambitieuse. Je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Non, mais heureusement, quelque part. Mais c'est vrai que moi, je vois des collègues ambitieux et qui sont jamais contents de ce qu'ils ont parce qu'ils veulent toujours autre chose. Ça, c'est triste. Et je me dis, je suis très content de pas être comme ça. Je comprends. Et ça, il y a aussi parfois le pendant qui pour moi est uniquement négatif, qui est la jalousie. C'est que parfois quand t'es ambitieux et quelqu'un obtient ce que toi tu convoites, t'es fâché. Ok, tu m'as eu. Non mais tes arguments ils sont pas mal. Il y a des trucs nuancés dans tout, mais moi j'ai des amis et des collègues, ils sortent d'un spectacle d'humour super, et ils sont putain ça fait chier, il est fort. Ouais, t'as déjà entendu ça? Mais on l'aime bien, il est cool, il bosse bien, c'est super pour lui. Ouais, mais ça veut dire que je dois rebosser plus. Puis, t'as déjà réellement entendu ça? Paris est beaucoup comme ça. Bon, moi, j'ai une opinion qui est peu nuancée de Paris, et ça, c'est un problème perso. Non, mais ça me fait peur. Moi, putain, waouh. Mais il y a un truc à Paris où les places sont comptées, et donc, effectivement, si quelqu'un devient très, très fort, peut-être qu'il va prendre la place qui t'était dévolue. Donc, oui, la compétitivité dans l'humour, ici, je la ressens fort. En Suisse, c'est la denrée rare, c'est plus les humoristes, c'est pas les opportunités, donc, on est plus solidaire et à s'encourager. Mais ici, j'ai souvent entendu, lui, ça fait chier, il est fort, il faudra que je retourne bosser pour être aussi. C'est un milieu assez cruel, lui. J'ai envie de réussir dans des choses qui sont à ma taille. Et si ça m'ouvre quelques portes, j'ai la chance de venir jouer mon spectacle en France. Je vais pas dire catégoriquement non, mais j'ai dit à ma prod française, c'est maximum 15 dates. Je suis pas l'artiste le plus simple à gérer parce que j'ai pas envie de travailler. Mais, ça me permet aussi de mettre les limites où je sais que il faut pas que j'accepte tous les trucs qui individuellement me font plaisir. Ouais. Parce que tout mis ensemble, ça fait peut-être que tu as un trop-plein où tu n'apprécies plus rien. Et moi, ce que je retiens de cette période, c'était que même les choses super, où maintenant, si j'y repense, j'étais là, mais ça, t'as été très bon, ce texte est très très bien. J'ai le souvenir d'avoir eu aucun plaisir, d'avoir été vide. Et du coup, je me dis, cette période-là, c'était pour moi le pire de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire que j'étais plus en capacité d'apprécier le quotidien d'être un humoriste qui a du succès, qui était quand même un rêve pour moi, parce que moi j'ai fait HEC, moi je me destinais à être comptable, donc je suis de toute façon sur ma meilleure vie, quoi qu'il arrive. Ouais, et c'est beau ce que tu dis de dire que les échecs du coup nous font vraiment relativiser les petits succès aussi de quotidien et nous permettent d'apprécier chaque moment où ça se passe bien. Je pense que c'est vraiment toujours une question d'équilibre, parce que effectivement si tout se passe bien et que tu prends jamais le temps de te poser et te dire qu'est-ce que je suis heureux là, tu vas justement à l'étape d'après. C'est ça. On en parlait. C'est hyper intéressant. Et suite à ça, j'ai arrêté pendant 3 mois. J'ai rien fait. Il y avait la Coupe du Monde que vous avez gagnée. Félicitations. Merci. Non, c'est grâce à moi. Oui, t'as très bien joué. Je me souviens d'avoir regardé tous les matchs et d'avoir eu le temps de faire ça. J'aime beaucoup le sport, c'est un autre problème que j'ai. D'avoir fait spontanément des blagues sur mes réseaux à chaque fin de match, je faisais un petit débrief du match, mais d'avoir cette espèce de truc de je suis pas obligé de le faire et j'ai un plaisir fou à le faire. Et un petit côté de moi était là, ces posts ont eu plus de succès que mes émissions. Oui, ça fait sens en fait. Et quelque part, il y avait un côté peut-être parce que c'est spontané, parce que j'ai envie, parce que ça se ressent et puis parce qu'il y a moins de contraintes. Et je me suis quand même
longtemps posé la question, est-ce que je retourne faire des blagues, est-ce que je remonte sur scène? Enfin, longtemps. 3 mois, tu me diras, c'est pas long, mais 3 mois sans rien faire, sans savoir quand tu vas recommencer. Surtout pour quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de beaucoup bosser. Ouais, alors je sais pas si j'ai toujours beaucoup bossé, mais il y avait toujours une échéance, c'est-à-dire que même quand j'étais en vacances, je savais quand était la fin des vacances. Là, il y avait ce côté de... HEC quand même, donc bon. Bah, ça reste des études. Les études, c'est quoi? C'est une vingtaine d'heures de cours. Bah, moi, j'aurais jamais fait HEC non plus. Trop modeste. On rajoute à la carte. Non, mais c'était pas le truc le plus incroyable, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour la première fois de ma vie, il y avait pas de date de fin, tu vois. Genre, j'ai arrêté en juin et c'était pas mon prochain engagement est en octobre. C'était mon prochain engagement n'est pas encore dans l'agenda. Et est-ce que ce sera dans l'humour? Est-ce que ce sera autre chose? Est-ce que je refais un CV puis je retrouve un job? Il y avait vraiment une incertitude pour moi. Et après 2 mois et demi, il y a Farid qui allait à Montréal pour écrire son spectacle et qui m'a dit, tu fais quoi? Je dis, rien. Ouais. La Coupe du Monde est terminée, je fais plus rien. Il m'a dit, viens à Montréal avec moi. Et il n'y a pas de bonne raison de dire non. J'adore Montréal, j'adore Farid. Et j'atterris à Montréal, il était arrivé quelques jours avant moi et il me dit, ce soir, on joue à l'Olympia de Montréal. T'as 8 minutes. Wow. Et j'étais, mais tu sais que j'ai pas fait de blague depuis 3 mois, j'ai pas écrit de blague du tout, je peux rien faire. Puis il dit, bah, t'as aujourd'hui. Et du coup, j'ai écrit des blagues, je suis remonté sur scène. Et je suis redescendu de scène et j'étais là, bah, en fait, c'est ça que j'aime faire. Wow. Et j'ai dit, merci Farid, bah, je vais recommencer à faire de l'humour. Et puis c'est là que j'ai écrit mon 2e spectacle à l'époque. Et puis depuis, je continue de faire des blagues. Ah, c'est un beau mot de la fin, ça. C'est chouette. Merci Farid. Merci aussi la vie de laisser du temps au temps pour pouvoir se reconstruire et se redonner de l'énergie. Enfin, c'était une chance que j'ai eue parce que... Dormez la nuit, prenez des vitamines. Ouais, mais n'achetez pas des trucs qui vous donnent des secousses électriques dans la nuque pour dormir. Bon. Non, ça je déconseille. Bon. La ligne verte valide ton message d'information et de prévention. J'ai pas été sponsor par eux. Bon, bah écoute, je te souhaite vraiment une super tournée avec plein de temps de pause entre les deux pour prendre temps d'avoir de l'humour. En fait, merci beaucoup. Ça, hein. Bah oui, c'est ça. L'humour, c'est pas un truc où on peut faire semblant. Et c'est pas un job où on peut le faire en étant lessivé, je pense. Ouais, c'est clair. Bah comme beaucoup, il faut toujours être dans la sincérité quand on peut. Ça marche mieux. Et puis surtout un gros merde pour ce soir, guichet fermé. Je prends. C'est cool, c'est l'avantage de venir tous les 2 ans à Paris. C'est ça. C'est plus rare, donc c'est plus facile de remplir les salles. Merci beaucoup Thomas. Merci Pauline. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.